Bienvenue dans notre émission Sapicoparc. L'angle de Sapicoparc est volontairement provocateur pour échanger sans langue de bois sur différents sujets avec des positions plus ou moins différentes. Et pourquoi pas pour casser des clichés, pour balayer des idées reçues. La centrale d'achat, économie et gain de temps, d'ailleurs, c'est centrale ou groupement ? Le saviez-vous ? La première centrale d'achat française a été créée en 1930. Elle se situe dans l'univers de la grande distribution alimentaire. Une autre plus connue, le 17 janvier 1968, l'UGAP est créée par décret. C'est le regroupement de deux services d'achat de l'État français. Le service de groupement des achats du matériel et mobilier du ministère de l'Éducation nationale et la division matériel, équipement de bureaux et équipements divers du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Sa mission, c'est tout simplement d'approvisionner au meilleur prix et dans le respect des politiques des pouvoirs publics, les administrations et les collectivités. L'entreprise est généraliste, son champ d'intervention est large, du véhicule de service aux fournitures de bureaux, en passant par l'équipement technique d'un hôpital ou l'équipement de jeux d'une entité destinée aux enfants. Une collectivité n'est pas obligée de passer par l'UGAP pour s'approvisionner. Mais grâce à une réglementation prévue dans celle régissant les achats du secteur public, passer pour son approvisionnement par l'UGAP dispense la collectivité d'être confrontée aux difficultés d'un appel d'offres dans le cadre du Code des procédures lourdes de comparaison des offres disponibles. L'UGAP a de ce fait bénéficié pendant des années d'un avantage important par rapport à la concurrence privée. Cet avantage lui permet à partir de 1986 de concentrer plus de 10% de la commande publique. Le 30 juillet 1985, un décret institue d'ailleurs l'UGAP comme établissement public à caractère industriel et commercial. L'UGAP est alors placé sous la double tutelle, qui est toujours sa tutelle actuelle d'ailleurs, des deux ministères dont étaient issus les services d'achat qui ont mené à son regroupement, le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et le ministère de l'Éducation nationale. Mais qu'en est-il pour les autres centrales d'achat ? Et d'ailleurs, c'est centrale d'achat ou regroupement d'achat ? Bonjour Marie-Isabelle, déléguée régionale pour les entreprises au CEDRE. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, juste avant, on va faire un petit coucou à Catherine qui n'a pas pu nous rejoindre sur le plateau. Ma première question est simple. Y a-t-il une différence, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre centrale d'achat, groupement ou regroupement, parfois on entend d'achat ? Alors, en effet, la centrale d'achat, c'est le fournisseur direct de l'entreprise. Elle achète et elle revend des produits et des services à ses entreprises adhérentes. En revanche, le groupement d'achat, et c'est le cas du CEDRE, qu'on appelle aussi centrale de référencement, va, elle, négocier en amont des prix. Et ensuite, l'entreprise adhérente garde une relation commerciale directe avec le fournisseur. D'accord, donc c'est une différence vraiment dans le sens où, parce que vous agissez en amont, vous arrivez à obtenir des tarifs beaucoup plus privilégiés que d'autres ? Exactement, grâce à la mutualisation. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, souvent nous pouvons lire « Les centrales d'achat jouent un rôle essentiel dans le domaine de l'approvisionnement et de la gestion des achats pour de nombreuses entreprises ». Pourquoi ? Alors, pourquoi déjà, il y a deux thèmes. Il y a la gestion des achats et l'approvisionnement. Donc, pour la gestion des achats, les entreprises plus ou moins structurées vont confier la négociation de leurs achats à un groupement d'achat. Moi, je vais parler plutôt de groupement d'achat puisque c'est le cas du CEDRE. Et une entreprise qui est plus structurée va, elle, confier certains postes d'achat au groupement et ensuite, elle va se concentrer, elle, sur ses achats stratégiques. Alors, excuse-moi, c'est-à-dire que tu peux faire le choix, par exemple, je vais prendre un exemple très concret, pour acheter ce papier, je peux dire ça, je le confie au CEDRE, mais pour acheter le mobilier, ça, je le garde en interne, on va... alors, quel est l'intérêt ? C'est ça ? On peut différencier ce que l'on veut confier au CEDRE et ce que l'on veut garder au sein de l'entreprise en termes d'achat ? Exactement. L'intérêt pour l'entreprise, c'est qu'elle a la liberté de choisir les marchés qu'elle confie au groupement. Ensuite, les fournisseurs, parce que souvent il y a plusieurs fournisseurs référencés, ce qui va aider, pour répondre à la première question, à l'approvisionnement. Ça permet d'être agile. Si un fournisseur est en défaut, on peut passer à l'autre. Et puis ça permet aussi un gain de temps en approvisionnement parce que les conditions sont déjà négociées en amont.
Donc, il n'y a pas besoin de passer des heures à faire du benchmark. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, si je confie l'achat de ce mobilier, si je suis adhérente au CEDRE, donc j'ai une liste de fournisseurs par rapport au domaine. Admettons, j'ai ouvert le marché mobilier de bureau, c'est ça? Donc, je veux commander des tables comme celle-ci. J'ai le choix entre plusieurs fournisseurs? Exactement. On va vous mettre en relation avec les différents fournisseurs, vous choisissez ou pas. Et puis, ensuite, vous avez une liste de produits négociés en mercurial, et donc vous allez pouvoir choisir des produits déjà négociés. D'accord. Alors, je vais insister sur un point. Elles permettent de réaliser des économies d'échelle. Un chef d'entreprise va dire comment et surtout de combien. Je comprends bien. Alors comment? Tout simplement, c'est le but d'un groupement, c'est la mutualisation, et on est plus nombreux, donc forcément on a des prix plus intéressants, on arrive à des économies d'échelle. Grâce au volume? Grâce au volume, d'accord. Tout simplement. Ensuite, combien? Là, je vais parler plutôt pour le CEDRE. En moyenne, on fait faire 20% d'économie sur les frais généraux de nos adhérents. Voilà. Alors nous, on va citer notre cas, parce que nous sommes la coopérative Le Parc et adhérente du CEDRE. Sur le papier, c'est 30% en papeterie. Donc toi, tu dis 20% en moyenne, tout marché confondu. Sur les 100 familles d'achat qu'on brosse aujourd'hui. 100 familles? Oui. D'accord. On dit famille d'achat, on dit marché? J'emploie plusieurs termes pour que tout le monde s'y retrouve famille. Un peu. Exactement. Alors, les acheteurs, et je l'ai lu à maintes reprises, les acheteurs profitent de l'expertise de la centrale en matière de stratégie d'achat. De quelle stratégie on parle? C'est-à-dire, je te pose cette question parce que vous mettez le couteau sous la gorge de certains fournisseurs. Comment? Tu me dis c'est le volume. Mais vous insistez sur votre expertise de stratégie. Qu'est-ce que vous entendez par là? De quoi parle-t-on? En fait, l'expertise du groupement d'achat, c'est les achats non stratégiques des entreprises. Donc là où toi, tu ne seras pas experte pour acheter un copieur, nous, au CEDRE, on a un chef de marché, une chef de marché d'ailleurs, spécialisée dans les copieurs. Et qui va... vous avez des spécialistes comme ça dans les familles par rapport? Une douzaine de chefs de marché qui ont chacun quelques... Des spécificités par rapport au matériel. D'accord. Exactement. Donc on a la chef de marché copieur, le chef de marché véhicule, bâtiment, etc. Et ces personnes-là sont en veille permanente sur leur marché. Elles vont évaluer régulièrement les fournisseurs et puis elles vont négocier au détail chaque prix et chaque prestation qui vont permettre de faire un catalogue, je dirais, pour nos adhérents. D'accord, donc c'est dans ce sens-là que vous parlez d'expertise. Quelle est en règle générale la stratégie d'achat? Ça réside que sur le volume, que sur l'expertise, ou on trouve différentes autres nuances? Non, alors évidemment, la stratégie de base, c'est la mutualisation qui permet d'avoir des prix intéressants négociés. Oui. Encore une fois, plus on est nombreux. Oui. Donc le CEDRE particulièrement va travailler sur les conditions tarifaires, bien sûr, mais aussi sur la politique RSE, à qui on laisse une grande place. Donc on a, pendant les négociations, il y a plus d'un quart d'heure dédié à cette partie-là. Et puis d'autres critères extra-financiers qui sont notamment le service client et puis la politique de rémunération des commerciaux, le management, la place des femmes dans l'entreprise. Voilà, on va vraiment brosser toute cette partie-là et on donne à peu près 20% d'importance aux critères extra-financiers sur notre grille d'évaluation, je dirais. D'accord, c'est pour ça que quand on se balade un peu sur votre site web, on dit les achats responsables, piliers de la performance d'achat. Exactement. C'est dans ce sens-là. Exactement. D'accord. J'aimerais avoir ta réaction sur... beaucoup insistent en disant attention, il y a beaucoup de risques, et il y a tellement de défis, alors que ce soit les défis d'aujourd'hui ou de demain. Les centrales d'achat doivent faire face à des défis importants dans un environnement commercial en constante évolution, et on le voit bien, comme ça peut évoluer, l'adaptation aux avancées technologiques, l'intégration, comme tu viens de le dire, de pratiques durables, la gestion des risques, la concurrence accrue, la sécurité des données. Bon, c'est vrai qu'il y a autant de défis majeurs que nécessitent une attention, comme tu l'as dit avec les experts marchés, qui nécessitent une attention constante. En anticipant ces défis et en adoptant des stratégies appropriées, les centrales d'achat peuvent continuer à jouer un rôle clé dans l'optimisation des achats et de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises. Pourquoi insiste-t-on autant sur ces risques-là et ces défis d'aujourd'hui et de demain et sur le fait que les choses sont en constante évolution en fait? Parce qu'il faut être sacrément agile pour suivre tout ce qui est défi, toutes les nouvelles réglementations, les nouveautés technologiques.
Et c'est l'avantage d'avoir un chef de marché dédié, je vais reprendre le... Oui, le copieur est un bon exemple. Là, c'est un bon exemple. Les prix sont tellement... oui. C'est notre marché de naissance, en fait. Mm. C'est comme ça que le cèdre a été créé, c'est sur le mythe du copieur. Voilà, nos chefs de marché sont en veille constante sur ces marchés et ça leur permet de dégager les grands défis, les avancées technologiques et puis les normes, tout simplement. C'est comme ça qu'on a pu discuter avec nos adhérents du décret tertiaire ou de la facturation électronique qui devient obligatoire pour les entreprises. Ça nous permet donc d'informer nos adhérents dès qu'on capte ce genre d'informations. Ensuite, on demande aux fournisseurs de packager des offres qui répondent spécifiquement à ces besoins, selon les typologies d'adhérents. Et puis ensuite, en termes de pratiques durables, on va répertorier toutes les bonnes pratiques de nos fournisseurs et de nos adhérents, les différents labels et puis les offres reconditionnées, par exemple. C'est-à-dire que si j'entends ce que tu me dis, un fournisseur qui ne respecterait pas trop le cadre dans lequel, même s'il est référencé déjà au niveau du cèdre, il serait purement et simplement éliminé? Alors, ça ne se fait pas aussi facilement, mais on demande aux fournisseurs référencés, au moment où une évolution technologique arrive, de pouvoir répondre aux besoins de nos adhérents. Donc, je dirais sur 3 ou 4 fournisseurs, si on a 2 ou 3 qui répondent, voilà, l'adhérent garde le choix de choisir... Innovation, tu insistes beaucoup sur l'innovation technologique, alors surtout sur les copieurs. Ça évolue très vite en ce moment où vous vous dites non, le marché, c'est tranquille, on n'a pas besoin d'y avoir toute cette attention-là, on a le temps de voir venir les choses. C'est vrai que ça se dessine à l'horizon. C'est vraiment une veille technologique que vous avez mis en place? C'est une veille très large en fait sur nos fournisseurs aussi qui nous nourrissent beaucoup, parce que c'est eux qui sont le plus à même de connaître les nouveautés technologiques, et c'est eux parfois qui nous alertent. La relation fonctionne dans les deux sens? Bien sûr, D'accord. Les fournisseurs sont les vrais partenaires du cèdre. C'est avec eux qu'on construit nos offres, et c'est eux qui nous disent attention, il va y avoir... là, on a une nouvelle typologie de copieurs, décidément. Clara Delaveau va être contente que je parle de son marché. Mais tant mieux, tant mieux. Non, mais les copieurs, c'est un vrai sujet en entreprise, ça je peux te le dire. C'est un vrai sujet, et parce que les prix vont de ça à ça, et puis les éléments techniques aussi sont vraiment nombreux. Donc, c'est eux qui vont nous alerter en disant on a une nouvelle technologie, on a une nouvelle façon de travailler. C'est pour ça qu'on a, il y a quelque temps, Clara a travaillé sur la dématérialisation aussi, parce que de plus en plus d'entreprises, après le confinement notamment et le changement de paradigme, ont décidé de stopper les photocopies. Et là, il faut qu'on réponde aussi à tout ce qui est dématérialisation des documents. D'accord. Avec tout ce que nous venons d'évoquer en termes de risques, est-ce que tu peux me dire comment bien choisir finalement son groupement ou sa centrale d'achat sans prendre de risques? Alors, quels seraient les conseils que tu pourrais donner, alors sans forcément se focaliser sur le cèdre, même si tu es le cèdre, mais pour toi, le conseil le plus important, voilà, je veux regrouper certains achats que je veux confier à une centrale, à un groupement, à un regroupement. Quels sont les points sur lesquels il faut que je sois vigilant? Alors, tout d'abord, il faut savoir si tu veux confier tout ou partie de tes achats et si tu veux totalement déléguer ou garder la maîtrise et la relation commerciale qui, selon nous en tout cas, est précieuse. Donc, soit centrale d'achat, soit groupement d'achat. Ensuite, je pense que c'est le métier d'un acheteur d'être, je pense, oui. Et beaucoup de partage, oui. D'être en veille permanente sur ses propres prix. Donc c'est plutôt sain d'interroger les centrales d'achat et de demander, ce que propose le CEDRE notamment, une étude économique. C'est un audit, j'imagine que vous l'avez fait au parc. Oui. C'est un audit rapide de vos achats actuels et en fait, à la fin, on voit si oui ou non le CEDRE est opportun. Mais au-delà de ça, c'est sain pour un acheteur de voir s'il est complètement décorrélé de la réalité ou si effectivement il y a encore une marge de négociation. Alors, je suis contente que tu parles de cette démarche parce que c'est vrai que je l'avais un peu oublié. C'est vrai que nous, quand on avait démarré avec le CEDRE, avant toute chose, il nous avait dit, écoutez, donnez-nous déjà dans un premier temps vos factures N-1 sur ce que vous avez dépensé en papeterie et on vous dira si ça vaut vraiment le coup que vous passiez au CEDRE pour faire vos achats. J'ai trouvé ça un peu risqué. On avait dit, ok, on va les laisser faire. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'en effet, on pouvait faire 30
voire 40% d'économie sur la papeterie. Oui. Donc, vous avez gardé ce même principe. Oui, puis c'est un vrai positionnement du CED, c'est de ne pas aller chercher absolument un nombre d'adhérents supplémentaires, mais c'est de vérifier par le biais de cette étude économique ou dans les discussions, mais là au moins c'est chiffré. Si on a fait des études qui étaient probantes, mais dont les économies couvraient juste les frais d'adhésion. Donc, nous, notre objectif, c'est d'avoir un partenariat durable, d'être un vrai partenaire de nos adhérents. Et si l'année prochaine, on me dit, bon, bah, finalement, c'est pas intéressant, c'est pas la peine. Moi non plus, ça m'intéresse pas. D'accord. Donc, l'idée, c'est de créer un partenariat et de discuter après avec l'adhérent en disant, bah, voilà les économies, est-ce qu'on continue ensemble ou pas? Et puis, sinon, on se quitte bons amis, quoi. Tout à l'heure, tu as parlé des familles ou des marchés, peu importe comment on les appelle. Vous avez des experts dans chaque famille comme ça qui veillent tout le temps sur les défis technologiques, les évolutions technologiques, mais aussi sur l'évolution des prix, des marchés, etc. Dans toutes vos familles, vous avez ça? Alors, les 100 familles d'achat sont groupées évidemment en univers, on appelle ça des univers, bureau, informatique, enfin IT plutôt, mobilité, bâtiment par exemple. Et on a un ou plusieurs chefs de marché à chaque fois qui s'occupent de ces regroupements de familles d'achat. D'accord, donc toutes les familles sont concernées. Toutes les familles sont concernées et parfois même on a des experts un peu plus pointus qu'on appelle des coordinateurs, notamment en bâtiment et énergie par exemple. C'est des personnes qui viennent du métier, enfin le chef de marché aussi, mais là qui sont vraiment, qui vont voir l'entreprise et qui vont vraiment regarder les économies d'énergie par exemple ou la structure du bâtiment. Oui, alors surtout qu'en ce moment c'est important. Alors j'ai quelques questions, j'ai beaucoup de questions de dirigeants. Est-ce que les centrales perçoivent des marges arrière? Alors, les groupements d'achat perçoivent des remises de fin d'année qu'elles reversent. C'est une obligation légale. Toutes les remises de fin d'année, on doit les reverser en intégralité à nos adhérents. Donc 100% des remises de fin d'année. D'accord. En revanche, il faut bien que le groupement vive. C'est ce que j'allais te dire. Mais alors, et d'ailleurs, c'est une des questions des chefs d'entreprise, mais quelle est la rémunération des centrales? Alors, pour le CEDRE en tout cas, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de schémas différents. Pour le CEDRE, il y a une partie, ce sont les cotisations, on va dire pour 20%, ce sont les cotisations de nos adhérents, une cotisation annuelle. Et pour 80%, ce sont des frais d'assistance des fournisseurs qui effectivement nous reversent à nous pour la mise en relation et pour le travail qu'on fait avec eux. Ils nous reversent un pourcentage du chiffre qu'ils font avec nos adhérents. D'accord. En revanche, les remises de fin d'année qui sont promises lors de négociations aux adhérents, elles sont reversées en totalité aux adhérents. Comment exercer sa responsabilité environnementale et sociétale sur mes achats à travers une centrale? Bon, tu l'as dit, vous avez une vigilance particulière sur, en effet, votre responsabilité environnementale, parce que vous vous sentez aussi concerné? Bien sûr. Alors nous, au CEDRE, on vit aussi les achats responsables. Et d'ailleurs, on en a fait notre mission. Je ne sais pas si tu souhaitais m'en parler, mais on est entreprise à mission depuis 2020. Et du coup, on inscrit, c'est la loi Pacte qui a donné cette possibilité d'ajouter une brique dans la transformation des entreprises. Et donc, on peut modifier les statuts de l'entreprise et y ajouter une raison d'être qui fixe en fait un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que l'entreprise s'engage à poursuivre dans le cadre de son activité. Alors, pour le CEDRE, la raison d'être, c'est de favoriser une économie soucieuse du bien commun, respectueuse de l'homme et de la planète et qui fasse place à des relations solidaires et équitables, empreintes de gratuité. C'est un beau programme quand même. Alors, tu l'as évoqué juste un peu tout à l'heure, mais est-ce que je peux faire appel à une centrale pour maîtriser mes coûts énergétiques? Seulement ça? Bien sûr. Alors, nous, encore une fois... C'est normal cette question, hein, vu le prix de l'énergie. Non, mais évidemment. Voilà. Donc, je veux avoir un avis sur mes factures d'énergie et je peux solliciter le CEDRE pour avoir un regard sur mes factures, mais aussi, comme tu le disais, sur le bâtiment et ce que je pourrais faire pour économiser plus. Exactement. Alors, nous, on privilégie un partenariat sur plusieurs familles d'achat. Il y a beaucoup de gens qui ont fait appel à nous dernièrement, des prospects, en nous disant, voilà, on a un problème, la facture chauffe, aidez-nous. Nous, on va insister pour faire cette fameuse étude économique en amont sur d'autres postes d'achat, parce qu'on sait qu'avec l'énergie, on n'aura pas des prix défiant toute concurrence.
On a plutôt une stratégie bon père de famille, c'est-à-dire qu'on va essayer de lisser des prix sur 1 année, 2 années, 3 années, pour permettre au moins à l'entreprise d'avoir un budget fixe sur 1 année et de ne pas se retrouver avec des prix avec des fluctuations de prix démentielles. Exactement. Mais nos adhérents, qui sont déjà adhérents, nous ont effectivement confié leur contrat sous forme de mandat et ils nous donnent mandat pour négocier pour eux leur contrat. Comment rester libre et autonome quand on passe par une centrale ? En fait, vous êtes libre et autonome. Vous-même, vous avez choisi. Toi, ça peut te paraître évident, mais pour d'autres, pas tant Non, que ça. bien sûr. C'est-à-dire que tu es complètement libre et autonome, même quand tu fais partie. Alors, toi, tu parles du CEDRE. C'est vrai qu'avec le CEDRE, en fait, on peut partir quand on veut. On est complètement libre et autonome. Oui, alors il y a un engagement d'1 an. En fait, oui, on paye sa facture et puis l'année d'après, on ne la paye pas. Oui, exactement. Mais pour le groupement d'achat, on peut choisir, effectivement, je suis plus sûre de moi pour le CEDRE, on peut choisir les achats qu'on confie, à la centrale, au groupement d'achat. D'accord, et rester libre sur d'autres. Et on reste libre sur d'autres, et surtout on garde le lien avec le fournisseur qui est important. Est-ce vraiment une économie quand on voit les droits d'entrée et les prix pour ouvrir d'autres univers d'achat, papeterie, véhicules, outillage et j'en passe ? Alors, c'est pour ça qu'on vérifie que ce soit bien absorbé, que les coûts soient bien absorbés par des économies, x2, x3. Il y a les remises de fin d'année aussi qui viennent ajouter la cerise sur le gâteau. Et puis surtout, on a des droits d'entrée qui peuvent être symboliques, puisque c'est de l'ordre de 1% de votre volume d'achat ou 20 € par marché. L'informatique, par exemple, c'est 20 €. Oui. C'est vite absorbé. Est-ce qu'on peut solliciter une centrale pour réaliser des appels d'offres, et localement ? Oui, encore une fois, je vais parler du CEDRE qui se positionne un petit peu en service achat externalisé sur certaines demandes spécifiques, notamment sociétés de nettoyage ou de restauration. On va choisir avec l'adhérent une liste de sociétés qui répondent aussi un peu à nos valeurs et puis aux valeurs de l'adhérent. Et on va mener tout l'appel d'offres. Alors pas de A à Z, mais je vais dire de B à X. Oui. Et à la fin, on lui présente un dossier ficelé avec une négociation en direct avec lui. Et puis c'est lui qui décide. Quand tu dis de B, c'est-à-dire que le A, c'est le recueil de besoin. Exactement. D'accord. Comment être certain qu'une centrale ne broie pas, et je t'en ai un peu parlé tout à l'heure, des fournisseurs en écrasant les prix, comme on peut entendre certaines fois. Vous avez une charte de respect par rapport à vos fournisseurs ? Alors, on signe la charte des fournisseurs, des relations fournisseurs responsables. C'est peut-être pas le terme exact, on vérifiera. En tout cas, c'est une charte. Voilà, c'est une charte de bonne relation. Il est inscrit aussi dans nos statuts, dans notre raison d'être, que la relation est au cœur de notre activité. Oui. Comme je te le disais aussi tout à l'heure, les fournisseurs sont vraiment nos partenaires. On a de très bonnes relations avec eux, parfois fluctuantes, mais l'idée c'est que dans 3 ans, dans 2 ou 3 ans, la durée de renégociation d'un contrat, on puisse repartir avec eux dans de bonnes conditions. Donc, alors maintenant, ce qu'il faut savoir aussi chez vous, c'est que quand un adhérent n'est pas content d'un fournisseur, il suffit d'appeler la centrale. C'est plus l'adhérent qui va résoudre le problème, c'est la centrale qui prend le pas aussi pour gérer soit un problème de livraison, un problème de... Oui, alors on va peut-être pas aller on va pas régler tous les problèmes non plus. Oui. En revanche, c'est effectivement le rôle que se donne un groupement d'achat, c'est de négocier des prix, c'est d'être en veille, et que le service soit là. Et donc on intervient de façon ponctuelle auprès des fournisseurs, si on nous le demande, on vérifie des devis, on a cette possibilité. Alors, toi, bien sûr, tu vois les valeurs du CEDRE, mais d'après toi, quelles doivent être les valeurs fondamentales d'une centrale ou d'un groupement d'achat ? La réflexion que s'est faite, pas le CEDRE d'ailleurs, pas que le CEDRE, mais c'est que notre façon de consommer peut vraiment impacter le monde. Notre planète. C'est logique, la planète, etc. Donc, c'est primordial de s'attacher à ce que les achats soient responsables et soient respectueux de l'environnement et des autres. Donc, pour toi, c'est vraiment la valeur fondamentale. Bien sûr. C'est ce respect-là. Oui. Comment une centrale, alors tu l'as abordé tout à l'heure, mais c'est vrai que je comprends que ce chef d'entreprise m'ait passé cette question, c'est dire déjà à la base comment une centrale référence un fournisseur. Donc toi, ce que tu nous disais tout à l'heure, c'était vraiment, tu as pratiquement un cahier des charges pour référencer un fournisseur.
Il y a une évaluation continue des fournisseurs. Elle est continue, votre évaluation? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout au long de la vie d'un marché, qui est de 2 à 3 ans, on a les fournisseurs qui sont référencés et puis on reçoit des candidatures de fournisseurs via notre site. Donc les chefs de marché évaluent régulièrement. On a aussi des adhérents qui nous disent moi je travaille avec tel ou tel fournisseur. Est-ce que vous ne pourriez pas le recevoir et l'évaluer? Recevez-le, etc. Après, tout le monde est logé à la même enseigne et au moment de la négociation, on envoie un cahier des charges à tous les fournisseurs qu'on a sélectionnés, parce qu'il y en a qui ne sont peut-être pas nationaux ou qui ne correspondent pas vraiment soit aux valeurs, soit à notre cahier des charges. Et ensuite, chaque fournisseur décide ou pas de répondre à l'appel d'offres et ensuite on reçoit tout le monde en commission de négociation. Alors, une remarque qui ne va pas te faire plaisir du tout, c'est une remarque d'un dirigeant. Je ne veux pas passer par une centrale, je préfère faire travailler les fournisseurs locaux. Une centrale ne sait pas ce que c'est que le circuit court. Tu lui réponds quoi? On essaie sur certains marchés de référencer des prestataires locaux. Je pense à l'IT, par exemple, parce qu'une société de prestations informatiques, on ne peut pas aller la chercher. Voilà, il faut qu'elle soit sur place. Oui, à proximité de l'entreprise. Oui. Et l'autre point, c'est que je tiens beaucoup à la relation locale de mes adhérents, moi personnellement. Si on me dit, moi je m'entends très bien avec mon fournisseur je ne sais pas, de protection incendie, je leur dis c'est toujours sain de regarder si on a des économies à faire. Maintenant, ce qui privilégie, c'est la relation. Donc gardez cette famille d'achat en direct et puis moi je vous accompagne sur le reste. Je vais avoir une question plus particulièrement axée sur la centrale d'achat Le Cèdre. Est-ce qu'il faut être de religion catholique pour adhérer, j'allais dire adorer vos croyances, pour adhérer, parce que c'est vrai que quand on se balade sur votre site web, il y a beaucoup de citations, on va dire, d'origine catholique. Donc, est-ce qu'il faut être de religion catholique pour adhérer au Cèdre? Alors, si je reprends... Pour montrer pas de blanche en disant je suis de religion catholique. Non, là le Cèdre, c'est une entreprise privée de forme juridique SAS. C'est un groupement d'achat familial qui a été fondé il y a 25 ans pour accompagner les structures associatives comme des établissements scolaires privés, effectivement, et des communautés religieuses. Et puis 10 ans après, on rejoint le Cèdre, des entreprises de tourisme, de BTP, dans le tertiaire, et il m'en manque un, des structures médico-sociales. Ces entreprises-là, elles nous rejoignent, nous, parce qu'elles vont faire des économies avec un groupement qui le fait autrement. Je crois qu'on en parlera un petit peu après. D'accord, donc c'est pas forcément... je pense que quand tu as rempli ton bulletin d'adhésion, il n'y avait pas la date de baptême à inscrire. Non, mais si tu veux, je l'ai... c'est un chef d'entreprise qui m'a posé la question, parce que c'est vrai que quand tu te balades un peu sur votre site, et on va le voir après par rapport à une question que j'ai, tu te dis, il y a beaucoup de références, on va dire d'origine catholique, et tu te dis, si moi je suis non-croyant, est-ce que je peux quand même adhérer, ou est-ce que le fait de discuter toutes les deux, ça ne va pas gêner parce qu'on n'a peut-être pas la même religion, on n'a peut-être pas les mêmes croyances au départ. Donc, Non, mais c'est important de préciser, je te remercie de cette question, parce qu'effectivement, c'est important de préciser que plus de la moitié de nos 11 000 adhérents sont des structures d'inspiration chrétienne. Et donc, au fil de nos communications, de notre site internet et de nos événements, ces personnes sont présentes. Et elles comptent pour plus de la moitié de nos adhérents. Oui, donc, mais je l'ai vu notamment avec... vous avez créé une fondation. Oui. Et c'est vrai que quand tu regardes donc la fondation a distribué plus de 300 000 € depuis 3 ans pour soutenir 48 projets dont certains sont présentés. Et c'est vrai que tu vois des initiatives qui permettent d'incarner la devise de Saint François de Sales. De l'autre côté, dans la faiblesse des pauvres, il y a une force salvatrice, donc Pape François. Donc si tu veux, tu te dis, tiens, ils ont créé une fondation. Bon, alors là, c'est vrai qu'on voit votre engagement, on va dire, au quotidien. Mais tu te dis, tiens, les projets qui sont présentés, c'est quand même des projets d'origine chrétienne. Donc la question se pose un peu plus. Donc non, il n'y a pas de case. Exactement. Mais pourtant, je vais insister lourdement là-dessus. Vous insistez quand même sur l'enseignement social de l'Église, et en particulier Laudato Si, encyclique du pape François sur l'écologie intégrale. Alors c'est vrai que je l'ai lu d'un peu plus près, parce que je m'y suis un peu intéressée.
vrai qu'on se dit, il y a des écologistes avant l'heure, hein, finalement. Et vous, vous dites, c'est une source d'inspiration très importante dans notre fonctionnement. Pourquoi ? Notre fondateur, le fondateur du CEDRE, Éric Chevalier, a puisé, qui est d'obédience catholique, a puisé dans l'encyclique du pape les fondements, les valeurs du CEDRE. Il a toujours cherché à mettre ces valeurs dans son entreprise depuis la création, donc en cherchant toujours une meilleure façon de prendre soin des relations de l'homme, de la nature, la relation à soi, et puis aussi la relation à, alors je dirais plutôt à la spiritualité, parce que ça peut être la religion ou pas. Et c'est pour ça qu'il a créé cette fondation, pour aider des adhérents ou pas d'ailleurs. Parfois, il y a des projets je l'ai vu parce qu'il y a des projets qui ne sont pas issus d'adhérents. Qui ne sont pas issus d'adhérents, mais des projets vertueux. Donc le CEDRE confie une enveloppe à cette fondation, et puis ensuite, il y a un comité d'animation qui décerne, qui attribue des enveloppes pour financer ces projets. Et ensuite, il a, je te parlais tout à l'heure de l'entreprise à mission. Donc voilà, la direction du CEDRE puise dans cette encyclique, qui n'est pas d'ailleurs, qui n'est pas réservée, comme je te le disais tout à l'heure en off, aux catholiques. Hein. Elle a été préfacée par Nicolas Hulot. Enfin, c'est un vrai terme d'écologie intégrale, c'est universel. Oui, mais c'est d'ailleurs assez surprenant. J'encourage tout le monde à y jeter un œil. Tu l'as dit tout à l'heure, en 2020, vous êtes devenu officiellement donc, une entreprise à mission. Pour vous, c'était important de souligner ce point-là, de dire nous, on est une entreprise à mission? Ah oui, bien sûr. En fait, c'était une façon. Ça venait couronner vos démarches, ça faisait couronner votre façon de penser, j'allais parler de concrétisation de tout ce que Éric et le comité de direction essaient de mettre en place, enfin, met en place même depuis plusieurs années. Et donc, quand l'entreprise... Moi, je suis arrivée en même temps que l'entreprise à mission au CEDRE, et je veux dire que c'était assez exaltant de voir toute cette force. Et on embarque tout le monde, on embarque nos fournisseurs, on embarque nos adhérents, structures chrétiennes ou pas, dans cette aventure. Et puis les collaborateurs aussi. Donc, oui, on vient couronner effectivement les valeurs qu'on essaie de transmettre et de développer dans l'entreprise. Pour résumer, alors tout à l'heure tu nous as dit, oui tiens, si je vais aller vers une centrale, il faut faire attention à ça, mais quel conseil, d'une façon générale, je veux choisir ma centrale d'achat, quel conseil, j'insiste beaucoup là-dessus parce que toi tu dis les valeurs, mais il y a d'autres signaux, alors on va peut-être parler du négatif, quels sont les signaux qui doivent t'alerter et fuir et choisir une autre centrale ou un autre groupement d'achat? Alors j'ai envie de dire, un des meilleurs signaux, c'est parfois le bouche à oreille. Oui. Donc je pense que c'est tout à fait sain et humain de se renseigner auprès des adhérents, enfin même de son écosystème, enfin autour de nous. Voilà, c'est vrai que le CEDRE en plus avait eu ce culot-là quand on les avait rencontrés, c'est de dire si vous souhaitez vous mettre en contact avec quelques adhérents, vous me dites où, dans quelle région, et on vous donnera pour pouvoir échanger avec d'autres adhérents. Oui, vraiment, il faut le faire. Parce que, voilà, nous, on essaie d'avoir des bonnes relations avec nos adhérents, de les accompagner, c'est vraiment du service. Donc c'est se renseigner au niveau de cette centrale et de contacter ceux qui sont déjà adhérents de cette centrale. Exactement. Pour savoir comment ça se passe. Exactement. Et puis ensuite, de se focaliser sur ce que l'entreprise fait aujourd'hui, a comme prix. Demander une étude. Je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ce type d'étude. C'est important de dire, concrètement, combien je vais gagner à la fin de l'année, combien ça va me rapporter de passer par le CEDRE. De donner tes factures de l'année passée et puis de dire, OK, vous prenez ces factures, vous vous occupez de ce domaine d'activité, combien vous me feriez économiser? Exactement. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Marie-Isabelle, d'être venue sur le plateau et surtout de nous avoir donné une idée plus claire entre centrale d'achat, groupement et regroupement d'achat. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Sapico Park. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Likez, commentez, partagez, vous êtes habitués. Adressez-nous vos idées, vos commentaires, vos attentes. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez les coordonnées du CEDRE. Merci à toute la régie, merci à notre photographe. À bientôt. D'ici là, surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas, passer par une centrale d'achat, finalement, c'est forcément des économies et pas que, c'est du gain de temps.